Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. D'être en ligne avec M. Sadr Slam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Monsieur Sadr Slam est avec nous aujourd'hui. Il faut bien préciser en trottoir. Il est historien de l'islam contemporain. Et votre intervention de ce jour est de thématique de l'islam parasitaire et tout sécuritaire. Pourquoi cette thématique et pourquoi dans ce timing? Parce que lors de l'examen de conscience et des bilans amers, il faut dire, concernant l'islam est arrivé il y a assez longtemps, mais aujourd'hui, on ne parle que de crise de l'islam. Dans la couverture de la manifestation de Paris, et c'est à la suite de l'utilisation de ce terme par le président de la République qui a eu le grand mérite, et c'est une rupture dans les discours officiels. Il a parlé de crise de l'islam qui est concomitante de l'échec du modèle français d'intégration. Parce qu'habituellement, on oppose l'islam comme menace au modèle français d'intégration qui serait parfait. Et là, le président de la République a fait un pas dans le sens de l'impartialité. Et l'échec de l'islam est visible depuis très longtemps par des mouvements qui cherchent l'objectivité et qui cherchent à tirer les enseignements des décennies précédentes de manière à sortir de l'ornière. Or, si on part du fait qu'une partie de notre jeunesse éprouve le besoin d'aller en Orient pour essayer de faire ce qu'on leur propose toujours pas en France. Et une partie de cette jeunesse revient radicalisée, voire terroriste, c'est quand même un signe patent d'échec des responsables de l'islam. Et donc ça nous amène à évaluer, sans être des RH, les ressources humaines de l'islam en France. Alors, parmi les personnels historiques, il y en a qu'on peut qualifier d'islam parasitaire. Islam parasitaire parce qu'ils ont un train de vie, des revenus considérables et disproportionnés par rapport à leur qualification, par rapport à leurs compétences, leur savoir et la piété. Les musulmans ajoutent le savoir à la piété. On en a déjà parlé d'eux. C'est l'imam recteur de la mosquée de la rue de Tanger dans le 19e. Je n'ai pas voulu en parler l'autre fois quand on a annoncé sa condamnation. Il se faisait verser plusieurs salaires directement à lui-même, et chacun des salaires est supérieur à celui d'un maître de conférence de faculté par des musulmans ou bienfaiteurs qui ne sont pas au courant des dessous des cartes. Par exemple, il pouvait avoir 2500 € de chacun de ses donateurs, parmi lesquels il y a des laboratoires de zoologie, de recherche, venus de la même région que lui, dans le Constantinople. Et normalement, un muhsin devrait verser à la caisse de la mosquée. Et lui, il est légitime en tant que responsable de mosquée. Eh bien non, il devrait verser directement à l'insu des responsables de la mosquée qui ont fini par porter plainte contre lui. Nous avons aussi parlé du président recteur de l'Institut Python à Vicence, de Lille, qui n'a aucune compétence, qui fait partie des recteurs incapables de diriger la prière. Quand on est recteur depuis des décennies et qu'on n'est pas en mesure de diriger la prière, ni même de faire un dame, ça pose un problème. Même si on ne connaissait pas au début,
on peut apprendre. Or, il y a des gens qui n'éprouvent jamais le besoin de s'améliorer dans le domaine de la connaissance religieuse. Et puis, il y a la catégorie, parce qu'il y a des strates de gens venus à l'islam à des périodes différentes. Un des moments importants, c'est la suppression du budget de l'ancienne amicale des Algériens en Europe, qui représentait le FLN en Europe jusqu'en 89, année de la démocratisation en Algérie, donc plusieurs partis, et le gouvernement algérien a cessé de financer le FLN de l'extérieur, parce qu'il y avait 60 partis. S'il avait continué, il aurait pu financer les 59 autres partis. Or, ces responsables de l'amicale qui avaient des relations privilégiées avec les mairies communistes, ce sont ces amicalistes qui déconseillaient l'ouverture des salles de prière quand ils étaient consultés par des responsables communistes, notamment dans la banlieue parisienne, ou les grandes agglomérations comme Marseille. Or, ces types-là, ils ont découvert la côté financier de la vie religieuse, la taxe halal, le pèlerinage, et gestion des caisses des mosquées, de manière à financer des permanents. Je cite un exemple emblématique parce que la crise continue. À la mosquée d'Aix-en-Provence, il y a un ancien amicaliste qui a été recruté pour s'occuper de la boucherie de la mosquée. La mosquée a été construite grâce à la donation d'un bienfaiteur koweïtien qui a fait sa thèse à Aix-en-Provence et qui avait beaucoup d'affection pour deux jeunes français musulmans pratiquants. C'était les tout premiers pratiquants. Ce n'étaient pas des étudiants venus du Maghreb, ils avaient grandi dans la région. Or, ce gérant de la boucherie, il a oublié de faire les comptes de la boucherie à la fin de chaque mois. Il est venu au moment du Ramadan, il a dit je verse la zakat de la boucherie à la mosquée. Et quand on lui a demandé des explications, il s'est érigé propriétaire et il a chassé les vrais responsables de la mosquée grâce à l'aide du DRS algérien et des renseignements généraux français. D'où l'introduction du tout sécuritaire dans l'intitulé de notre émission. Et le cas le plus... Alors, un des amicalistes, c'est celui qui multipliait les déclarations à l'emporte-pièce, où il dit l'islamophobie comme fonds de commerce. C'est celui qui a mis une déclaration, lui a rapporté le mois dernier 3 ou 4 procès en diffamation. C'est l'exemple type de l'ancien amicaliste qui essaie de se recycler dans l'islam. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est l'émission dite islamique, qui a commencé par l'introduction d'un digne représentant de l'islam parasitaire. C'était en 83, quand Jacques Vert a créé le Connaître l'Islam pour produire l'émission islamique à la demande de François Mitterrand lui-même, qui voulait faire plaisir aux musulmans, mais il l'a laissé faire ce qui existait à l'époque. Et quand il a mis en place avec beaucoup de tact, Berck ne voulait pas faire de l'interventionnisme. Il a dit, on vous aide, c'est à vous de vous débrouiller, de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et c'est moi, à ce titre, que j'ai été sollicité pour la 3e émission, vers le 21 janvier 83. Ça ne me rajeunit pas beaucoup. Or, quand il s'agit d'élire le président de l'association, Berck a reçu un message qu'il a transmis aux autres membres, qui étaient Khaldoun Kinani, Najmuddin Bamat, Seydou Ahmadou, c'est des ambassadeurs, des gens qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. Et alors Berck leur a dit, si vous élisez un tel, ça fera plaisir à pas moins de 3 ministres socialistes. Donc voilà les socialistes qui n'ont que le mot laïcité à la bouche et qui font de l'interventionnisme pour imposer un de leurs agents électoraux qui n'était même pas pratiquant et qui recevait un cachet non déclaré. Et la crise de l'émission a eu pour première origine ce cachet non déclaré.
Alors ensuite, il y a l'intrusion du facteur Polisario, de la manière la plus inattendue. Le Polisario, donc Le Polisario, oui. d'accord, l'association des Sahraouis là, qui se trouve activiste au sud du Maroc. D'accord. Oui, on a quelqu'un qui est mort, mais on peut en parler. Oui, C'est pas une attente à sa personne. oui, bien sûr. Dieu lui pardonne. Il s'appelait Ahmed Baba Miské, Miski. qui allait régulièrement à Alger pour synchroniser avec les Assyriens. On l'appelait Baba Oussi. Mhm. Et il a été représentant du Polisario à New York, qui lui a valu d'être expulsé NRS, donc il faisait pas. Or, en 80, il s'est fait recruter à l'UNESCO, et pour des raisons similaires, il s'est fait renvoyer de l'UNESCO. Il est venu pleurnicher aux conseillers pour l'islam de plusieurs ministres socialistes de chaque côté de corridor à l'époque, qui était quelqu'un de très bienveillant, il mettait les musulmans à l'aise, il n'y a pas de problème, mais c'est un défenseur inconditionnel de Polisario. Et il avait pour habitude de rencontrer Baba Miské à Tindouf, dans les réunions annuelles. Alors, il est venu du pleurnicher, on m'a renvoyé de l'UNESCO, j'ai dit, bon, je vais te trouver une solution parce que c'est toi. Il l'a introduit à l'union islamique. Il l'a imposé au type qui a été recommandé en 83 par 3 ministres socialistes. Donc voilà une solidarité, une affinité qui est due essentiellement à la défense commune du Polisario, qui n'a rien à voir avec l'islam. Il y a des mouvements pratiquants, non pratiquants, c'est un mouvement politique. Et le soutien au Polisario ne devrait pas intervenir dans la vie quotidienne en France. Ça crée des divisions entre des frères algériens et marocains qui peuvent prier ensemble, un Marocain derrière un Algérien ou un Algérien derrière un Marocain, sans parler du Polisario. Les salles de prière, c'est le lieu de l'unité morale. La politique, on la laisse à l'extérieur. Or là, Baba Miski se retrouvait avec l'équivalent de 5 000 € par mois. À l'époque, c'était 3 millions et quelques en centimes de l'époque. Or, Baba Miski n'a pas rompu avec son pays d'origine. Quand il y a eu un putsch à Nouakchott, il a été sollicité pour être conseiller du nouveau président. Donc il décide d'y aller. C'est tout à fait à son honneur d'être resté attaché à son pays. Or, pour partir, il négocie donc la cession de toutes ses prérogatives avec l'avocat du Polisario, qu'on appelle l'avocaillon, parce qu'on dit qu'il n'a jamais gagné un procès, et qui était le protégé du Ben Saïda algérien de l'ambassade d'Algérie, un des colonels qui a régenté l'islam en France, alors qu'il n'est pas pratiquant. Et donc voilà une négociation qui a eu lieu sous la houlette des RS algériens pour qu'un ancien délégué du Polisario à New York cède ses prérogatives à l'avocat du Polisario en France. Et cet avocat a fait venir le protégé de 2 généraux-majors tortionnaires et corrompus, dont un a été condamné à 16 ans de prison, et le fait venir pour qu'il hérite des prérogatives de l'ancien délégué du Polisario à New York. Il s'appelle Jello Zekoura, qu'on ne voit jamais à l'écran, et qui ne connaît jusqu'à maintenant absolument rien de ça. Quand vous avez des gens qui font pas de tête, etc., qui peinent à trouver du travail, ce monsieur n'a aucune idée islamique, et il hérite de 5 000 € par mois, uniquement parce qu'il y a une protection, parce qu'il y a une collaboration avec le sécuritaire. Or, ce monsieur était à l'émission Mosaïque. Il s'occupait que des immigrés sur un répertoire de dimanche. Donc, c'est des danses folkloriques. C'est une émission qui donnait une image caricaturale de l'immigration et qui ne parlait jamais de ça. C'est même anti-islam. Or, Rocard en 89, 90,
par opposition à SOS Racisme, soutenu par les Mitterrand, proclamait le droit à la différence. Lui, il a dit qu'il faut le droit à l'indifférence. Il ne faut pas cultiver l'indifférence, il faut aider les immigrés à s'intégrer. Il supprime cette émission qui, d'après lui, aurait été un obstacle à l'intégration. Donc, tout le personnel se retrouve le bec dans l'eau, dans le Coran, qui travaillait sous la direction de Mohamed Fedou. C'est un vrai réalisateur sorti de l'école du cinéma. Or, Mohamed Meffoud, c'est moi qui l'ai fait venir quand Ben Tabet, bon, je dis son nom, c'est le pistonnier des 3 milliers socialistes, m'a dit il nous faut un nouveau réalisateur. Moi, je ne connaissais pas Meffoud. C'est lui dans le monde que toute l'équipe de Mosaïque a été renvoyée. C'est moi qui l'ai fait. Et quand Begora arrive, qui était son adjoint, c'est lui qui s'est mis à donner des ordres à Meffoud jusqu'à maintenant. Donc, c'est une émission qui est complètement paralysée à cause des difficultés internes dont personne n'ose parler. Or, l'émission, pourquoi j'en parle? Parce qu'au moment des attentats, on a accablé les aumôniers, les imams, les responsables de mosquées, alors que les terroristes n'ont jamais été à la mosquée. Alors que l'émission, dans les cafés, chez eux, elle peut les toucher. Si elle avait une programmation intelligente, elle aurait pu contribuer à la prévention du terrorisme. Or, elle a une programmation complètement déconnectée par rapport au réel, et en fonction des connaissances, des recommandations, à suivre de tel ou tel colonel, tel ou tel général. Et c'est la raison pour laquelle cette émission est paralysée, parce qu'elle dépend du DRS algérien. Et elle l'a montré, tout je disais, c'est confidentiel. Mais le 15 mai 2017, elle a fait une émission où elle a donné la parole au général Bouati, qui est un des protecteurs de ce Coran, et Ali Haroun, le cerveau du 11 janvier 92 en Algérie, qui a coûté 250 morts. Il leur donne la parole parce qu'il s'était mis en difficulté par un général-major, Hossein Belhaki, qui a révélé que le GIA est une création du CRS algérien. Or, les chaînes satellitaires algériennes refusaient leur démenti. Ils sont venus chercher l'asile médiatique grâce à leur protégé de l'émission islamique. Et on leur a reproché leur manque de discrétion. C'était un des moments où leur initiative inconsidérée a soulevé les interrogations qui Monsieur Sadr Sellam, si vous permettez, Monsieur Sadr Sellam, donc si je suis un petit peu votre raisonnement et ça se dérouler, parce que c'est assez intéressant. Vous avez parlé d'un certain nombre de personnes françaises, mais aussi algériennes et aussi marocaines. Donc, ce qui est important, c'est que simplement vous avez parlé de cette ingérence quelque part dans une émission dite musulmane par des sécuritaires et parfois par des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et en même temps avec un agenda politique, si j'ai bien saisi un petit peu votre message. L'idée qui m'interpelle, moi, à titre personnel, c'est je ne comprends pas comment ça se fait que l'État algérien, notamment les services algériens, d'après ce que vous dites, interviennent sur une émission dite française et hors lieu de culte, notamment la mosquée de Paris. Oui, mais c'est grâce à la complaisance du conseiller de 3 ministres socialistes. C'est celui qui chapeautait le Coris. Et d'ailleurs, l'introduction et l'imposition de la amitié a eu lieu en décembre 1992. Le Coris était encore en place. Une lettre signée par Kiles à Bourges. Or, on a des frères Coris qui vivent encore, qui nous écoutent peut-être, ils ne sont pas au courant. Alors qu'ils sont là pour être sollicités, pour qu'ils donnent leur avis. C'était des conseillers Or, dans cette affaire de l'émission, parce qu'il y a le conseiller là, il avait d'excellentes relations avec les frères marocains, notamment avec le frère Khalid Maroun, qui construisait la mosquée. Oui, c'est vrai. Oui. Le courage. S'il savait que la réaction de Maroun aurait été négative, parce que la mosquée était connue, les frères
provoqué des bagarres quand il faisait la propagande pour le Bolivie dans une salle. Et donc, le conseiller de Liège, qui avait été le conseiller de Georges, était très prudent. Il l'a même pas mis au courant des membres du CORIF. Même les Algériens auraient été contre. Parce qu'on leur parlait de France déjà. Organisez-vous vous-même. Le conseiller, je me souviens quand il a eu un accrochage avec Rabat, qui est un préfet, conseiller d'État, et il leur a dit il faut renouer avec le mot d'indépendance. Votre pays a eu son indépendance, essayez d'obtenir l'indépendance du plus vite. Et ça, c'était des paroles verbales. Dans les faits, c'est lui-même qui a politisé à des fins de copinage. Parce qu'il continue à avoir, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, il m'a dit en rigolant, j'ai trouvé dans l'avion pour Tindouf, Baba Miské, et il est venu me saluer, je lui ai dit on parle de tout sauf de l'émission islamique. Parce qu'il savait que ça a provoqué des rebroues, etc. Mais non médiatisé, les chroniqueurs religieux étaient aux ordres aussi. Parce que des détails, comment le chroniqueur religieux du Monde, j'avais mis au courant en 91, il n'a daigné parler de cette émission qu'en 97, quand Mochan a renvoyé toute l'équipe de Connaître l'Islam pour créer Vivre l'Islam dans un bureau du ministère de l'Intérieur. Et ça a consolidé les effectifs de l'islam parasitaire. Abdelrahim Habibi, qui était un informateur de Kepen. Kepen ne s'intéresse qu'à consolide son discours, mettant en doute la loyauté des musulmans, ils sont communautaristes, ils sont intégristes. Et il a la connaissance très maigre sur le plan théologique de l'islam de Sciences Po. Et il se retrouve, il a même été président de l'islam. Monsieur Sadr Sallam, si vous permettez, parce que là, le temps presse, là, il me reste presque 7 minutes à 8 minutes. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez parlé d'un avocat qui défendait le Polisario, je ne sais pas s'il les défend encore ou pas, et cet même avocat a été reçu par l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Paris. Oui, on a reçu des photos, oui, des réunions qui étaient censées être confidentielles. On a eu des photos, oui, où ce monsieur prenait un autre frère marocain, je crois que qui était président du CFCM, c'est le frère Anouar Kibèche, et Ahmed Ogras, qui grâce auquel est parti, il a fait du mal même. Et il était souvent chez l'ambassadeur du Maroc, qui, alors, moi j'ai pas le temps d'écrire à chaque fois, parce que est-ce qu'il joue un jeu personnel en utilisant la marge de liberté que laisse Rabat, parce que je ne pense pas que à Rabat, Ahmed Tawfiq et les concepteurs de la politique purement religieuse soient d'accord avec les gens. Sauf que simplement l'information qui a été circulée, comme quoi il y avait une rencontre dans le cadre des consultations de CFCM avec les différentes ambassades qui sont en relation avec le culte musulman. Voilà, ça c'est ce qui a été dit. Mais est-ce que, selon vous, le Maroc les organes du Maroc ici, notamment ambassades ou autres, ont-ils une relation avec ce monsieur sur d'autres sujets? Tout est possible, je n'en sais rien, parce que dans le plus secret, mais ce que moi j'ai une certitude, c'est que la ligne, moi je vais vous faire une confidence. Moi, oui. J'ai signé une fois avec Ahmed Tawfiq, un professeur, un poète, un chef de tariqa, j'aurais voulu et longtemps. Il m'a chargé d'un message verbal, parce que je parlais à lui, transmis au ministre des Affaires religieuses algérien, Roland Molla, pour une rencontre informelle, de manière à décider une désescalade de ce pseudo-conflit algéro-marocain dans les pays. Il y a un conflit des frontières, il y a la politique. Mais les deux étaient d'accord pour qu'il y ait une paix dans les mosquées. Donc, depuis cette époque-là, je m'interroge sur la ligne que Ahmed Tawfiq est toujours ministre, malgré les changements de Premier ministre. Il y a une ligne qui va dans le sens de la paix, de la fraternité, et une véritable séparation de la vie religieuse de tous les conflits politiques.
Ouais, Mais il y a les ambassadeurs, il y a les intermédiaires, et il y a peut-être des gens qui veulent s'enrichir au nom de l'islam. Là, par exemple, quand on apprend que celui qui est à la mosquée de Strasbourg et qui a un poste qui s'occupe de la communauté, quand on apprend qu'il a de bonnes relations avec Chari uniquement parce qu'il y a des pétrodollars on perd son latin. Alors que quand il était ici, il était en conflit permanent. Donc, moi, je suppose qu'il y a des éléments qui relèvent aussi d'un autre type d'islam parasitaire. Hein. Ils cherchent à profiter de leur poste pour des enrichements personnels, au mieux claniques, et se démarquent de la ligne officielle qui va dans le sens que nous souhaitons. Sauf que M. Arsad Salam, donc, dans le cadre du mouvement qui existe maintenant en Algérie, tout le monde sait comme quoi il y avait un déplacement de M. l'avocat en Algérie. Il est revenu tel qu'il est. Donc, il n'y a rien qui explique comme quoi il y a un souci par rapport à la fonction de cet avocat. Donc, le fait qu'il retourne à ses fonctions, le fait qu'il va en Algérie et qu'il revient, ça démontre d'une manière claire et nette comme quoi il n'y a rien à se reprocher par rapport à d'autres. Non, je ne suis pas aussi automatique, évidemment, parce qu'on peut avoir été auditionné, interrogé pour les besoins d'une enquête sans être enfermé. Mais ce que je sais, c'est que, voilà, l'information, on peut la dire en direct, c'est qu'il a essayé de voir le Premier ministre actuel, qu'il connaissait très bien quand il était ministre de l'Intérieur. Voilà, donc lui, c'est interlocuteur privilégié en Algérie, c'est le service de renseignement et le ministère de l'Intérieur. Jamais le ministre des Affaires étrangères. Ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé à le voir et il a refusé de le recevoir. Je suis sûr de ma source, ça permet de l'avancer. Or, son audition, parce qu'il est parti comme plus d'une semaine, semble avoir eu lieu dans le cadre des interrogatoires, il faut rappeler les choses par leur nom, de généraux dont son ancien protecteur à Paris, notre Ben Faïda algérien. D'accord. Parce qu'il a débrouillé une dizaine de salaires à l'époque avec le titre d'avocat forfaitaire. Et les enquêteurs qui veulent revenir sur les malversations financières il y a 15 ans chercheraient à savoir qui reversait à son protecteur une partie des salaires, conformément à une mauvaise mauvaise tradition. Et il semblerait que ce soit dans ce cadre-là qu'il a été auditionné. Et il faut ajouter que c'est lui qui est à l'origine de l'envoi au nom de la mosquée de Paris de M. Sifaoui, qui a créé le scandale que l'on sait. Paris 1 a sollicité l'Institut de la mosquée pour des séances de prévention de la radicalisation. Or, ce monsieur s'est permis d'envoyer sans consultation des vrais responsables de l'Institut, Sifaoui, qui est son ami, parce qu'ils avaient le même protecteur. Sifaoui s'arrêtait chargé de renseignement. Et il n'est pas du tout qualifié pour l'enseignement. Ben écoutez, M. Salam, il ne me reste même pas une quarantaine de secondes, donc pour la fin de cette émission. C'est à suivre, comme on a dit. Oui, ça fait quelques échanges. Voilà. Je vous dis. Mais moi, je souhaiterais qu'il y ait d'autres invités. Bien entendu. Qui me manque. Eh bien, écoutez, mon adresse mail est connue par tout le monde, mon téléphone. Toute personne qui souhaite développer ou contredire ce qui a été dit, il est la bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Monsieur Sadr Salam, merci de cet éclairage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive.
avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Heureux d'être en ligne avec M. Sadr Slam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Monsieur Sadr Slam est avec nous aujourd'hui. Il faut bien préciser en trottoir. Il est historien de l'islam contemporain. Et votre intervention de ce jour est de thématique de l'islam parasitaire et tout sécuritaire. Pourquoi cette thématique et pourquoi dans ce timing? Parce que lors de l'examen de conscience et des bilans amers, il faut dire, concernant l'islam est arrivé il y a assez longtemps, mais aujourd'hui, on ne parle que de crise de l'islam. Dans la couverture de la manifestation de Paris, et c'est à la suite de l'utilisation de ce terme par le président de la République qui a eu le grand mérite, et c'est une rupture dans les discours officiels. Il a parlé de crise de l'islam qui est concomitante de l'échec du modèle français d'intégration. Parce qu'habituellement, on oppose l'islam comme menace au modèle français d'intégration qui serait parfait. Et là, le président de la République a fait un pas dans le sens de l'impartialité. Et l'échec de l'islam est visible depuis très longtemps par des mouvements qui cherchent l'objectivité et qui cherchent à tirer les enseignements des décennies précédentes de manière à sortir de l'ornière. Or, si on part du fait qu'une partie de notre jeunesse éprouve le besoin d'aller en Orient pour essayer de faire ce qu'on leur propose toujours pas en France. Et une partie de cette jeunesse revient à radicalité, voire terroriste, c'est quand même un signe patent d'échec des responsables de l'islam. Et donc ça nous amène à évaluer, sans être des RH, les ressources humaines de l'islam en France. Alors, parmi les personnels historiques, il y en a qu'on peut qualifier d'islam parasitaire. Islam parasitaire parce qu'ils ont un train de vie, des revenus considérables et disproportionnés par rapport à leur qualification, par rapport à leurs compétences, leur savoir et la piété. Les musulmans ajoutent le savoir à la piété. On en a déjà parlé d'eux. C'est l'imam recteur de la mosquée de la rue de Tanger dans le 19e. Je n'ai pas voulu en parler l'autre fois quand on a annoncé sa condamnation. Il se faisait verser plusieurs salaires directement à lui-même. Et chacun des salaires est supérieur à celui d'un maître de conférence de faculté par des musulmans bienfaiteurs qui ne sont pas au courant des dessous des cartes. Par exemple, il pouvait avoir 2500 € de chacun de ses donateurs, parmi lesquels il y a des laboratoires de zoologie, de recherche, venus de la même région que lui, dans le Constantinople. Et normalement, un muazzin devrait verser à la caisse de la mosquée. Et lui, il est légitime en tant que responsable de mosquée. Eh bien non, il devrait verser directement à l'insu des responsables de la mosquée qui ont fini par porter plainte contre lui. Nous avons aussi parlé du président recteur de l'Institut Python à Vicence, de Lille, qui n'a aucune compétence, qui fait partie des recteurs incapables de diriger la prière. Quand on est recteur depuis des décennies et qu'on n'est pas en mesure de diriger la prière, ni même de faire un dame, ça pose un problème. Même si on ne connaissait pas au début, on
peut apprendre. Or, il y a des gens qui n'éprouvent jamais le besoin de s'améliorer dans le domaine de la connaissance religieuse. Et puis, il y a la catégorie, parce qu'il y a des strates de gens venus à l'islam à des périodes différentes. Un des moments importants, c'est la suppression du budget de l'ancienne amicale des Algériens en Europe, qui représentait le FLN en Europe jusqu'en 89, année de la démocratisation en Algérie, donc plusieurs partis, et le gouvernement algérien a cessé de financer le FLN de l'extérieur parce qu'il y avait 60 partis. S'il avait continué, il aurait dû financer les 59 autres partis. Or, ces responsables de l'amicale qui avaient des relations privilégiées avec les mairies communistes, ce sont ces amicalistes qui déconseillaient l'ouverture des salles de prière quand ils étaient consultés par des responsables communistes, notamment dans la banlieue parisienne, ou les grandes agglomérations comme Marseille. Or, ces types-là, ils ont découvert à côté financier de la vie religieuse, la taxe halal, le pèlerinage, et gestion des caisses des mosquées, de manière à financer des permanents. Je cite un exemple emblématique parce que la crise continue. À la mosquée d'Aix-en-Provence, il y a un ancien amicaliste qui a été recruté pour s'occuper de la boucherie de la mosquée. La mosquée a été construite grâce à la donation d'un bienfaiteur koweïtien qui a fait sa thèse à Aix-en-Provence et qui avait beaucoup d'affection pour deux jeunes français musulmans pratiquants. C'était les tout premiers pratiquants. Ce n'étaient pas des étudiants venus du Maghreb, ils avaient grandi dans la région. Or, ce gérant de la boucherie, il a oublié de faire les comptes de la boucherie à la fin de chaque mois. Il est venu, au moment du Ramadan, il a dit, je verse la zakat de la boucherie à la mosquée. Et quand on lui a demandé des explications, il s'est érigé propriétaire et il a chassé les vrais responsables de la mosquée grâce à l'aide du DRS algérien et des renseignements généraux français. D'où l'introduction du tout sécuritaire dans l'intitulé de notre émission. Et le cas le plus... Alors, un des amicalistes, c'est celui qui multipliait les déclarations à l'emporte-pièce, où ils disent l'islamophobie comme fonds de commerce. C'est celui qui a mis une déclaration, lui a rapporté le mois dernier 3 ou 4 procès en diffamation. C'est l'exemple type de l'ancien amicaliste qui essaie de se recycler dans l'islam. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est l'émission islamique, qui a commencé par l'introduction d'un digne représentant de l'islam parasitaire. C'était en 83, quand Jacques Vert a créé le Connaître l'Islam pour produire l'émission islamique à la demande de François Mitterrand lui-même, qui voulait faire plaisir aux musulmans, mais il l'a laissé faire ce qui existait à l'époque. Et quand il a mis en place avec beaucoup de tact, Berck ne voulait pas faire de l'interventionnisme. Il a dit, on vous aide, c'est à vous de vous débrouiller, de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et c'est moi, à ce titre, que j'ai été sollicité pour la 3e émission, vers le 21 janvier 83. Ça ne me rajeunit pas beaucoup. Or, quand il s'agit d'élire le président de l'association, Berck a reçu un message qu'il a transmis aux autres membres, qui étaient Khaldoun Kinani, Najmuddin Bamat, Seydou Ahmadou, c'est des ambassadeurs d'époque, c'est des gens qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. Et alors Berck leur a dit, si vous élisez un tel, ça fera plaisir à pas moins de 3 ministres socialistes. Donc voilà les socialistes qui n'ont que le mot laïcité à la bouche et qui font de l'interventionnisme pour imposer un de leurs agents électoraux qui n'était même pas pratiquant et qui recevait un cachet non déclaré. Et la crise de l'émission a eu pour première origine ce cachet non déclaré.
Alors ensuite, il y a l'intrusion du facteur Polisario, de la manière la plus inattendue. Le Polisario, donc Le Polisario, oui. d'accord, l'association des Sahraouis là, qui se trouve activiste au sud du Maroc. Oh, D'accord. oui, on a quelqu'un qui est mort, mais on peut en parler. Oui, C'est pas une attente à sa personne. oui, bien sûr. Dieu lui pardonne. Il s'appelait Ahmed Baba Miske, Miski. qui allait régulièrement à Alger pour synchroniser avec les CRS algériens. On l'appelait Baba Oussi. Mhm. Et il a été représentant du Polisario à New York, qui lui a valu d'être expulsé NRS, donc il faisait mal. Or, en 80, il s'est fait recruter à l'UNESCO, et pour des raisons similaires, il s'est fait renvoyer de l'UNESCO. Il est venu pleurnicher aux conseillers pour l'islam de plusieurs ministres socialistes, chapeauté de Corée à l'époque, qui était quelqu'un de très bienveillant, il mettait les musulmans à l'aise, il n'y a pas de problème, mais c'est un défenseur inconditionnel de Polisario. Et il avait pour habitude de rencontrer Baba Miske à Tindouf, dans les réunions annuelles. Alors, il est venu du pleurnicher, on m'a renvoyé de l'UNESCO, bon, je vais te trouver une solution parce que c'est toi. Il l'a introduit à l'union islamique. Il l'a imposé au type qui a été recommandé en 83 par 3 ministres socialistes. Donc voilà une solidarité, une affinité qui est due essentiellement à la défense commune du Polisario, qui n'a rien à voir avec l'islam. Il y a des mouvements pratiquants, non pratiquants, c'est un mouvement politique. Et le soutien au Polisario ne devrait pas intervenir dans la vie religieuse en France. Ça crée des divisions entre des frères algériens et marocains qui peuvent prier ensemble, un Marocain derrière un Algérien ou un Algérien derrière un Marocain, sans parler du Polisario. Les salles de prière, c'est le lieu de l'unité morale. La politique, on la laisse à l'extérieur. Or là, Baba Miski se retrouvait avec l'équivalent de 5 000 euros par mois. À l'époque, c'était 3 millions et quelques en centimes de l'époque. Or, Baba Miski n'a pas rompu avec son pays d'origine. Quand il y a eu un putsch à Nouakchott, il a été sollicité pour être conseiller du nouveau président. Donc il décide d'y aller. C'est tout à fait à son honneur d'être resté attaché à son pays. Or, pour partir, il négocie donc la cession de toutes ses prérogatives avec l'avocat du Polisario, qu'on appelle l'avocaillon, parce qu'on dit qu'il n'a jamais gagné un procès, et qui était le protégé du Ben Saïda algérien de l'ambassade d'Algérie, un des colonels qui a régenté l'islam en France, alors qu'il n'est jamais pas pratiquant. Et donc voilà une négociation qui a eu lieu sous la houlette des RS algériens pour qu'un ancien délégué du Polisario à New York cède ses prérogatives à l'avocat du Polisario en France. Et cet avocat a fait venir le protégé de 2 généraux-majors tortionnaires et corrompus, dont un a été condamné à 16 ans de prison, et le fait venir pour qu'il hérite des prérogatives de l'ancien délégué du Polisario à New York. Il s'appelle Geno Segura, qu'on ne voit jamais à l'écran, et qui ne connaît jusqu'à maintenant absolument rien de ça. Quand vous avez des gens qui font bac de tête, etc., qui peinent à trouver du travail, ce monsieur n'a aucune idée islamique, et il hérite de 5 000 euros par mois, uniquement parce qu'il y a une protection, parce qu'il y a une collaboration avec le sécuritaire. Or, ce monsieur était à l'émission Mosaïque. Il ne s'occupait que des immigrés sur un répertoire de dimanche. Donc, c'est des danses folkloriques. C'est une émission qui donnait une image caricaturale de l'immigration et qui ne parlait jamais d'islam. C'est même anti-islam. Or, Rocard en 89, 90,
par opposition à ce racisme soutenu par les Mitterrand, proclamait le droit à la différence, puis il a dit qu'il faut le droit à l'indifférence. Il ne faut pas cultiver l'indifférence, il faut aider les immigrés à s'intégrer. Il supprime cette émission qui, d'après lui, aurait été un obstacle à l'intégration. Donc, tout le personnel se retrouve le bec dans l'eau dans le Coran, qui travaillait sous la direction de Mohamed Bedou. C'est un vrai réalisateur sorti de l'école de l'école du cinéma. Or, Mohamed Meffoud, c'est moi qui l'ai fait venir quand Ben Tabet, bon, je dis son nom, c'est le pistonnier des 3 milliers socialistes, m'a dit il nous faut un nouveau réalisateur. Moi, je ne connaissais pas Meffoud. C'est juste dans le monde que toute l'équipe de Mosaïque a été renvoyée. C'est moi qui l'ai fait. Et quand Begora arrive, qui était son adjoint, c'est lui qui s'est mis à donner des ordres à Meffoud jusqu'à maintenant. Donc, pour que c'est une émission qui est complètement paralysée à cause des difficultés internes dont personne n'ose parler. Or, l'émission, pourquoi j'en parle? Parce qu'au moment des attentats, on a accablé les aumôniers, les imams, les responsables de mosquées, alors que les terroristes n'ont jamais été à la mosquée. Alors que l'émission, dans les cafés, chez eux, elle peut les toucher. Si elle avait une programmation intelligente, elle aurait contribué à la prévention du terrorisme. Or, elle a une programmation complètement déconnectée par rapport au réel, en fonction des connaissances, des recommandations, de tel ou tel colonel, tel ou tel général. Et c'est la raison pour laquelle cette émission est paralysée, parce qu'elle dépend du DRS algérien. Et elle l'a montré, tout je disais, c'est confidentiel. Mais le 15 mai 2017, elle a fait une émission où elle a donné la parole au général de Poitiers, qui est un des protecteurs de Bougoura, et Ali Haroun, le cerveau du 11 janvier 92 en Algérie, qui a coûté 250 morts. Il leur donne la parole parce qu'il s'était mis en difficulté par un général-major, Hossein Belhaki, qui a révélé que le GIA est une création du CRS algérien. Or, les chaînes satellitaires algériennes refusaient leur démenti. Ils sont venus chercher l'assise médiatique grâce à leur protégé de l'émission. Et on leur a reproché leur manque de discrétion. C'était un des moments où leur initiative inconsidérée a soulevé les interrogations qui Monsieur Sadr Sellam, m'amènent. si vous permettez, Monsieur Sadr Sellam, donc si je suis un petit peu votre raisonnement et se dérouler, hein, parce que c'est assez intéressant. Vous avez parlé d'un certain nombre de personnes françaises, mais aussi algériennes et aussi marocaines. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que simplement vous avez parlé de cette ingérence quelque part dans une émission dite musulmane par des sécuritaires et parfois par des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et en même temps avec un agenda politique, si j'ai bien saisi un petit peu votre message. L'idée qui m'interpelle, moi, à titre personnel, c'est je ne comprends pas comment ça se fait que l'État algérien, notamment les services algériens, d'après ce que vous dites, interviennent sur une émission dite française et hors lieu de culte, notamment la mosquée de Paris. Oui, mais c'est grâce à la complaisance du conseiller de 3 ministres socialistes. C'est celui qui chapeautait le Covid. Et d'ailleurs, l'introduction et l'imposition de la amnistie a eu lieu en décembre 1992. Le Corif était encore en place. Une lettre signée par Kiles à Bourges. Oh, on a des frères Corif qui vivent encore, qui nous écoutent peut-être, ils ne sont pas au courant. Alors qu'ils sont là pour être sollicités, pour qu'ils donnent leur avis. C'était des conseillers. Alors, dans cette affaire de l'émission, parce qu'il y a le conseiller là, donc, il avait d'excellentes relations avec les frères marocains, notamment avec le frère Khalid Maroun, qui construisait la mosquée. Oui, c'est vrai. Oui. Le courage. Il savait que la réaction de Maroun aurait été négative, parce que la mosquée était connue, les frères
Marocains de Toulouse ont provoqué des bagarres quand ils faisaient la propagande pour le policier dans une salle. Et donc, le conseiller de Liège, qui avait été le conseiller de Georges, était très prudent. Il l'a même pas mis au courant des membres du chorus. Même les Algériens auraient été contre. Parce qu'on leur parlait de France déjà, organisez-vous vous-même. Le conseiller, je me souviens quand il a eu un accrochage avec Rabat, qui est un préfet, conseiller d'État, il leur a dit il faut renouer avec le mot d'indépendance. Votre pays a eu son indépendance, essayez d'obtenir l'indépendance. Et ça, c'était des paroles verbales. Dans les faits, c'est lui-même qui a politisé à des fins de copinage. Parce qu'il continue à avoir, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, il m'a dit en rigolant, j'ai trouvé dans l'avion pour Tindouf, Baba Miské, et il est venu me saluer, je lui ai dit on parle de tout sauf de l'émission islamique. Parce qu'il savait que ça a provoqué des remous, etc. Mais non médiatisé, les chroniqueurs religieux étaient aux ordres aussi. Ça, c'est des détails, comment le chroniqueur religieux du Monde, j'avais mis au courant en 91, il n'a daigné parler de cette émission qu'en 97, quand Mochan a renvoyé toute l'équipe de Connaître l'Islam pour créer Vivre l'Islam dans un bureau du ministère de l'Intérieur. Et ça a consolidé les effectifs de l'islam parasitaire. Abdallah Hafidi, qui était un informateur de Kepen. Kepen ne s'intéresse qu'à consolide son discours, mettant en doute la loyauté des musulmans, ils sont communautaristes, ils sont intégristes. Il a la connaissance très maigre dans le camp de l'islam de Sciences Po. Et il se retrouve, il a même été président de l'islam. Monsieur Sadr Sallam, si vous permettez, parce que là, le temps presse, là, il me reste presque 7 minutes à 8 minutes, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez parlé d'un avocat qui défendait le Polisario, je ne sais pas s'il les défend encore ou pas, et cet même avocat a été reçu par l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Paris. Oui, on a reçu des photos, oui, des réunions qui étaient censées être confidentielles. On a eu des photos, oui, où ce monsieur prenait un autre frère marocain, je crois que qui était président du CFCM, c'est le frère Anouar Kibèche, et Ahmed Ogras, qui grâce auquel est parti, il a fait du mal même. Et il était souvent chez l'ambassadeur du Maroc, qui, alors, moi j'ai pas le temps d'écrire à chaque fois, parce que qu'il joue un jeu personnel en utilisant la marge de liberté que laisse Rabat, parce que je ne pense pas que à Rabat, Ahmed Tawfiq et les concepteurs de la politique purement religieuse soient d'accord avec les gens. Sauf que simplement l'information qui a été circulée, comme quoi il y avait une rencontre dans le cadre des consultations de CFCM avec les différentes ambassades qui sont en relation avec le culte musulman. Voilà, ça c'est ce qui a été dit. Mais est-ce que, selon vous, le Maroc a, les organes du Maroc ici, notamment ambassades ou autres, ont-ils une relation avec ce monsieur sur d'autres sujets? Tout est possible, je n'en sais rien, parce que dans le plus secret, mais ce que j'ai une certitude, c'est que la ligne, moi je vais vous faire une confidence. Moi, oui. J'ai signé une fois avec Ahmed Tawfiq, c'est un professeur, un poète, un chef de tariqa, j'aurais voulu et longtemps, et il m'a chargé d'un message verbal, parce que je partais à transmis au ministre des Affaires religieuses algérien, Roland Molla, pour une rencontre informelle, de manière à décider une désescalade de ce pseudo-conflit algéro-marocain dans les... Il y a un conflit des frontières, il y a la politique. Mais les deux étaient d'accord pour qu'il y ait une paix dans les mosquées. Donc, depuis cette époque-là, moi, je m'interroge sur la ligne que Ahmed Tawfiq est toujours ministre, malgré les changements de Premier ministre. Il y a une ligne qui va dans le sens de la paix, de la fraternité, et une véritable séparation
de la vie religieuse, de tous les conflits politiques. Ouais, Mais c'est- il y a les ambassadeurs, il y a les intermédiaires, et il y a peut-être des gens qui veulent s'enrichir au nom de l'islam. Là, par exemple, quand on apprend que celui qui était à la mosquée de Strasbourg et qui a eu un poste qui s'occupe de la communauté, quand on apprend qu'il a de bonnes relations avec Chari uniquement parce qu'il y a des pétrodollars on perd son latin. Alors que quand il était ici, il était en conflit permanent. Donc, moi, je suppose qu'il y a des éléments qui relèvent aussi d'un autre type d'islam parasitaire. Hein. Ils cherchent à profiter de leur poste pour des enrichements euh, personnels, au mieux claniques, et se démarquent de la ligne officielle qui va dans le sens que nous souhaitons. Sauf que M. Arsad Salam, hein, donc, dans le cadre du mouvement qui existe maintenant en Algérie, tout le monde sait comme quoi il y avait un déplacement de M. l'avocat en Algérie. Il est revenu hein, tel qu'il est. Donc, il n'y a rien qui explique comme quoi il y a un souci par rapport à la fonction de cet avocat. Donc, le fait qu'il retourne à ses fonctions, le fait qu'il va en Algérie et qu'il revient, ça démontre d'une manière claire et nette comme quoi il n'y a rien à se reprocher par rapport à Non, d'autres. je ne suis pas aussi automatique, évidemment, parce qu'on peut avoir été auditionné, interrogé dans le sens, pour les besoins d'une enquête, sans être enfermé. Mais ce que je veux, c'est que, voilà, l'information, on peut la dire en direct, c'est qu'il a essayé de voir le Premier ministre actuel, qu'il connaissait très bien quand il était ministre de l'Intérieur. Voilà, donc lui, c'est l'interlocuteur privilégié en Algérie, c'est le service de renseignement et le ministère de l'Intérieur. Jamais le ministre des Affaires étrangères. Ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé à le voir et il a refusé de le recevoir. Je suis sûr de ma source, qui me permet de l'annoncer. Or, son audition, parce qu'il est parti comme plus d'une semaine, semble avoir eu lieu dans le cadre des interrogatoires, il faut rappeler les choses par leur nom, de généraux, dont son ancien protecteur à Paris, notre Ben Faïda algérien. D'accord. Parce qu'il a débrouillé une dizaine de salaires à l'époque avec le titre d'avocat forfaitaire. Et les enquêteurs qui veulent revenir sur les malversations financières il y a 15 ans chercheraient à savoir s'il reversait à son protecteur une partie des salaires, conformément à une mauvaise sunnarer hamida, une mauvaise tradition. Et il semblerait que ce soit dans ce cadre-là qu'il a été auditionné. Et il faut ajouter que c'est lui qui est à l'origine de l'envoi au nom de la mosquée de Paris de M. Sifaoui, qui a créé le scandale que l'on sait. Paris 1 a sollicité l'Institut de la mosquée pour des séances de prévention de la radicalisation. Or, ce monsieur s'est permis d'envoyer sans consultation des vrais responsables de l'Institut, Sifaoui, qui est son ami, parce qu'ils avaient le même protecteur. Sifaoui est arrivé chargé de renseignement. Et il n'est pas du tout qualifié pour l'enseignement. Ben écoutez, M. Salam, il ne me reste même pas une quarantaine de secondes hein, donc pour la fin de cette émission. C'est à suivre, hein, comme on a dit. Oui, ça hein. c'est quelques échanges. Voilà. Je vous dis. Mais moi, je souhaiterais qu'il y ait d'autres invités. Bien entendu, bien entendu. Qui me manque. Eh bien, écoutez, mon adresse mail est connue par tout le monde, mon téléphone, toute personne qui souhaite développer ou contredire ce qui a été dit, il est la bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Monsieur Sadr Salam, merci de cet éclairage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Mesdames et messieurs, donc, il me reste 13 secondes et je vous dis à la semaine prochaine, hein, peut-être avec des intervenants de très haut niveau qui peuvent améliorer encore et enrichir encore le débat sur Arc-en-Ciel Radio Pluriel.